Éloignez vos enfants de votre écran. Parents, ceci est votre moment. Vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tracassent à la directrice des études de ESCP Europe, la directrice des études Europe, Marion Leparmentier, qui est avec moi ce soir. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors vous êtes prête à entendre les questions des parents inquiets? Je vais essayer d'y répondre au mieux. La première question qu'on va passer est une question d'une maman inquiète qu'on a recueillie lors du salon Figaro étudiant il y a quelques jours. Regardez sa question, écoutez sa question, on va essayer d'y répondre. Je voulais savoir comment mettre toutes les chances de son côté pour avoir l'admission qu'on souhaiterait. Alors, le mieux, c'est quand même de passer du temps pour essayer de comprendre en quoi les programmes consistent. Donc, être sûr qu'on a bien compris en quoi consistait le programme qu'on veut suivre, qu'on ait pris le temps de regarder toutes les choses d'information qui sont disponibles. Souvent, sur le site des écoles, vous trouvez des vidéos de présentation, vous trouvez des témoignages d'étudiants. Il y a souvent des portes ouvertes, des réunions d'information. Donc le mieux, c'est quand même d'essayer d'apprendre le plus possible sur l'école qui nous intéresse, parce que d'abord, c'est un moyen d'éliminer celles qui finalement ne nous intéresseront pas, d'être capable de répondre aux questions, parce qu'il y a la plupart du temps un entretien pour pouvoir être sélectionné. Donc si on connaît quand même un peu l'école et qu'on est capable de dire quels sont les cours qui y sont enseignés, comment ça se passe, et puis qu'on s'est un peu approprié l'école, parce que c'est ça qui est important, on s'en sort quand même mieux. Okay. Après, il faut commencer à regarder quelles sont les épreuves à passer pour pouvoir s'y préparer. Alors justement, pour ESCP Europe, puisqu'il est question de cette école ce soir, qu'en est-il de l'admission? Comment se déroule-t-elle? Quelles sont les différentes étapes qu'il ne faut pas manquer? Alors, les différentes étapes de l'admission, quand on reçoit, en fait, il n'y a pas d'épreuve écrite spécifique pour l'école, ni d'épreuve écrite commune. Donc, nous allons regarder, le dossier du candidat pour lui mettre une note académique. On va regarder les notes qu'il a eues l'année précédente et puis en général les années de lycée. Donc ça va nous donner un premier élément d'évaluation. Ensuite, on va regarder dans un deuxième temps le CV du candidat et sa lettre de motivation pour voir si c'est un candidat qui a fait autre chose que travailler. Donc on valorise aussi des étudiants qui auraient fait beaucoup de sport, des étudiants qui seraient investis dans des associations, des étudiants qui auraient fait des choses en dehors de leur scolarité. Ça nous intéresse aussi. Avec ces deux rubriques-là, on va faire une moyenne. Cette moyenne-là, elle va nous permettre de savoir qui est jugé admissible ou non. Et à l'issue de ça, on demande à l'étudiant de venir passer un entretien. L'entretien peut aussi se passer par Skype pour ceux qui ne seraient pas disponibles pour venir à l'école. Et pendant cet entretien, l'étudiant doit expliquer son parcours, pourquoi est-ce qu'il voudrait rentrer à l'école. Et il est face à, en général, 2 examinateurs qui font partie de l'école, soit des professeurs, soit des administratifs, soit éventuellement des anciens. Enfin, c'est des gens qui sont donc habilités à juger un peu de la pertinence du parcours pour l'étudiant. Et avec ces 3 notes-là, c'est ça qui va déterminer si l'étudiant est admis ou non. D'accord. Alors cette année, une petite nouveauté, vous êtes disponible sur Parcoursup, il faut s'inscrire sur Parcoursup pour certains parcours. Est-ce qu'on peut débroussailler un petit peu ça rapidement? Alors, rapidement, en fait, les étudiants qui ont un bac français, donc sont censés passer sur Parcoursup pour l'ensemble des formations qui ont lieu en France. Nous, la spécificité, c'est qu'on a un campus à Londres et puis la possibilité de commencer dans notre université partenaire à Tsinghua. Donc, du coup, ceux-là ne sont pas concernés par Parcoursup puisqu'ils commencent leurs études à l'étranger, mais tous les autres, c'est-à-dire tous les étudiants qui vont avoir leur bac français et qui veulent commencer sur notre campus de Paris, doivent passer par Parcoursup. Sachant que la procédure Parcoursup sera la même, c'est-à-dire qu'on étudiera le dossier exactement de la même façon, que ce soit une candidature sur Parcoursup ou une candidature externe. Très bien. Alors, il y a une vidéo consacrée spécialement à ce sujet Parcoursup ESCP Europe disponible sur Campus Chanel et sur le site de ESCP Europe. On va passer à la question suivante de parents. Bonsoir, quels sont vos conseils pour la rédaction de la lettre de motivation? Je trouve que la lettre de motivation, elle est intéressante aussi pour se préparer à l'entretien. C'est-à-dire que pour moi, la lettre de motivation, elle permet au candidat de faire le point sur ce qui lui semble important pour la candidature à une école spécifique. Donc, il faut que, ayant donc appris, comme je le disais tout à l'heure, le maximum de choses sur l'école qu'il vise, il se présente en adéquation avec le projet de l'école aussi. C'est intéressant qu'il réfléchisse sur lui-même et qu'il se dise cette partie-là, elle est intéressante pour cette école-là et qu'il présente cette partie-là.
C'est aussi quelque chose où les parents peuvent aider, justement, si les parents sont inquiets. C'est clair que c'est pas mal de relire la lettre de motivation. Au moins pour les fautes d'orthographe. Voilà, exactement. Après, vous avez aussi des possibilités de contacter les recruteurs des différentes écoles pour avoir des conseils. Faut pas qu'elle soit trop longue parce que un recruteur, quelqu'un qui étudie un dossier, il faut ça fasse une page, faut pas que ça fasse plus. Faut se présenter, faut expliquer pourquoi. Ça va être un petit peu un entretien synthétique, c'est-à-dire on va se présenter, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on veut suivre ses études, et ça permet donc aussi pour le jury souvent d'avoir des éléments sur lesquels on va interroger le candidat. Pour le SCP Europe, est-ce qu'il y a des conseils, des choses que vous pourriez dire pour aider, aiguiller à la rédaction de cette lettre de motivation? Peut-être quels sont les critères que vous regardez, vous? Voilà, j'ai oublié de préciser que pour la SCP Europe, elle devait être en anglais. Donc ça, c'est important de le dire, puisque toutes les études auront lieu en anglais. Donc c'est important de s'y préparer. Je pense qu'il faut quand même parler de la dimension internationale de l'école. Ça paraît être quand même une chose importante. Et puis de ce qu'on peut apporter à l'école aussi, de voir, par exemple, dans son parcours, s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour les autres étudiants et pour les gens qui seront avec nous. Est-ce que vous vous appuyez sur cette lettre de motivation pour l'entretien, peut-être? Oui, on l'a disponible au moment de l'entretien. Donc les membres de jury, ils ont à la fois le CV et la lettre de motivation. Donc il faut savoir qu'on est amené à être interrogé aussi sur ce qu'on a mis dans cette lettre de motivation. Donc il ne faut pas mettre n'importe quoi et faire l'originalité à tout prix pour provoquer, ce n'est pas non plus la meilleure idée. Voilà. D'accord, très bien. Une autre question peut-être en régie? Pourquoi faire un bachelor plutôt qu'une prépa en école de commerce? Alors c'est la question la plus classique. Je pense que j'aurais tendance à dire que ça dépend de ce dont le candidat a envie. C'est-à-dire qu'un étudiant en terminale, il y en a qui sont faits pour la prépa et qui ont envie de faire ça et qui se sentent bien à l'idée de continuer en fait les matières qu'ils ont étudiées, de les approfondir, de travailler beaucoup, ça leur fait pas peur, ils se sentent solides, ils ont envie de passer des concours. Et donc pour cela, je pense que la prépa reste toujours une très bonne solution. Ceci dit, moi personnellement, donc j'ai 4 enfants, leurs 2 parents ont fait des prépas et aucun des 4 n'a voulu faire une prépa. Voilà. Donc, vous les avez dégoûtés? Non, on les a absolument pas dégoûtés parce qu'on était tous les deux contents d'avoir fait une prépa. Ouais. Donc il faut se positionner d'une manière différente quand un étudiant se sent pas prêt à une prépa. Je pense que la prépa, c'est quand même quelque chose où il faut être très motivé pour réussir. On a quand même des étudiants, des candidats qui s'y sentent pas bien et qui du coup font des contre-performances alors que s'ils avaient trouvé une autre solution pour leurs études, sans doute qu'ils pouvaient s'épanouir plus. Donc je pense que l'intérêt d'avoir ces 2 possibilités est important parce que les types d'étudiants ne sont pas tous les mêmes. Donc je pense que un étudiant qui sature déjà en terminale avec les matières qu'il a étudiées, il sera plus intéressé, plus motivé et plus performant s'il choisit le bachelor et que c'est ça qui l'intéresse. Parce qu'il aura envie de concret directement, il aura envie de plonger dans le monde de l'entreprise déjà au moins en partie. Okay. Et l'alternance entre de l'académique et du professionnel va l'intéresser et le motiver. C'est ce que vous proposez, vous, dans le Bachelor in Management SCP Europe? Oui, c'est-à-dire que dès le départ, on a les disciplines du management, donc ça les change déjà de ce qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Et en plus, on garde un peu d'ouverture, donc ils ont quand même encore de l'histoire, des relations internationales, des choses qui leur font un peu le pont et puis qui leur permet de ne pas plonger non plus directement uniquement dans le management. Ils ont aussi des langues. Donc c'est intéressant parce que c'est un programme qui reste très généraliste et qui permet à l'étudiant justement de s'épanouir sur certaines matières plus que d'autres en fonction de ses attentes et qui lui permet une transition relativement douce puisqu'il est quand même encore en cours régulièrement, il est suivi, il n'est pas lâché à lui-même, il n'est pas complètement autonome et il a quand même beaucoup plus de travaux de groupe, ce qui correspond quand même au profil d'un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas forcément envie de continuer à travailler individuellement dans leur coin pendant les 2 années de classe prépa. Autre question peut-être légitime par rapport à cette question-là, est-ce qu'on accède au même type de formation, au même type de débouché que l'on passe par une prépa ou par votre programme directement post-bac? Alors non, puisque le programme bachelor chez nous il se fait en 3 ans, donc quand vous avez un bac plus 3, vous n'avez pas le même niveau qu'un bac plus 5 où vous avez 2 années de prépa puis ensuite 3 années d'école.
En revanche, nos étudiants, ce qu'on constate, c'est que la plupart, ils vont continuer, que ce soit directement après le bachelor ou que ce soit après une expérience professionnelle, ils vont décider de continuer en master. Donc ça veut dire que quand ils vont sortir, in fine, ils vont se retrouver aussi au niveau master. Donc ils vont à ce moment-là être comparables, pas à la sortie du bachelor directement, mais après avoir repris des études derrière. Et c'est intéressant par exemple pour un étudiant de pouvoir afficher qu'il a fait 3 années à ESCP Europe par exemple, et puis qu'ensuite il a enchaîné sur un master à la London School of Economics. Et ça c'est quand même très valorisant pour un étudiant. Et c'est vrai que je rappelle quand même aussi qu'il n'y a qu'en France qu'il y a des classes prépa. Donc pour des profils internationaux qui veulent travailler à l'étranger, le distinguo classe prépa et puis bachelor plus master, les recruteurs, voilà, les recruteurs s'en rendent même pas compte. Très bien. Une autre question en régie de parents? Peut-on commencer en première année sur un campus à l'étranger? Alors, chez nous, bien sûr. Pour vous donner un petit peu une idée, cette année, on a recruté 500 étudiants et on en a 280, un peu plus de 280 qui ont commencé sur le campus de Londres, donc plus de la moitié. On en a quelques-uns qui ont commencé chez notre partenaire à Tsinghua et on en a donc 210 qui ont commencé à Paris. Donc, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour partir sur un campus hors de France? Alors en première année, non, c'est une question de motivation, sauf pour celui à Pékin, où là c'est bien d'avoir déjà eu des cours de chinois, parce que c'est vrai qu'arriver en Chine comme ça à 17-18 ans sans avoir jamais étudié le chinois, ça semble quand même un peu compliqué. Donc il faut prouver sa motivation par ce biais-là. Très bien. Une autre question de parents? Bonjour, votre formation est-elle professionnalisante? Est-ce qu'il y a du concret? Est-ce que ça s'adaptera à ma fille qui n'est pas très scolaire? Alors oui, on a beaucoup de choses qui sont professionnalisantes. Donc déjà les matières qui sont enseignées dans le bachelor sont des matières qui sont professionnalisantes. Et puis il y a une espèce de plongée dans le monde professionnel par différents biais. C'est-à-dire qu'en première année, par exemple, les étudiants vont avoir à créer quelque chose. Donc ça peut être un site web, ça peut être un événement, ça peut être quelque chose. Donc ça les met un peu dans l'entrepreneuriat. En fait, ils sont en équipe mixée entre les différentes nationalités et il faut qu'ils produisent quelque chose. Donc ça, c'est le premier biais. Ensuite, à la fin de la première année, ils ont déjà un stage qui est optionnel, certes, mais que la plupart essayent de faire. Ils auront de nouveau un stage en deuxième et troisième année qui, à ce moment-là, sera obligatoire. Et en deuxième année, ils ont quelque chose qui me semble très intéressant, c'est qu'ils ont des startups qui viennent pitcher à l'école et qui vont recruter chacun une équipe d'étudiants qui va les aider. Donc, ça veut dire que l'étudiant, pendant toute l'année, il aura ce fil rouge de la startup qui lui permettra donc de s'investir déjà d'une manière professionnalisante. D'accord. Et on fait un stage en fin de cursus. Est-ce que ce stage est amené peut-être à se transformer en CDI directement? Alors, ça peut se transformer en CDI directement. L'année dernière, on a constaté qu'on avait quand même 60% de nos étudiants qui continuaient justement à travailler. Alors, pas tous dans l'endroit où ils ont fait leur stage, mais qui font le choix de travailler directement après le bachelor avant de reprendre un master. Donc, c'est là qu'on voit que le côté professionnel les intéresse. Très bien. Alors, en régie, est-ce qu'on a une autre question de parents? Est-ce que le master n'est pas une obligation? Est-ce que quand même avec un bachelor, elle pourra trouver du travail? Alors c'est la bonne transition, on parlait de ça justement. 60% de vos étudiants continuent. Oui. Et les 40% restants, est-ce qu'ils vont quand même pouvoir trouver du travail s'ils ne souhaitent pas continuer leurs études? Non, alors c'est un choix, c'est-à-dire que parmi ceux qui sortent, il y en a qui vont choisir d'aller directement en master et il y en a d'autres qui vont choisir de travailler. Donc, ça veut dire qu'ils trouvent. Voilà, ça veut dire qu'ils trouvent. C'est pas 60%, enfin c'est pas 40% qui restent, c'est 40% qui font le choix directement de poursuivre leurs études. Donc effectivement, votre fille peut travailler directement après le bachelor et c'est même une bonne chose parce que souvent c'est pas mal de pouvoir couper. Elle pourra même s'arrêter au bachelor si elle le souhaite et si elle trouve un job qui lui convient. Et notamment, on peut imaginer que des gens qui veulent lancer leur entreprise, leur start-up, ça leur suffise un bachelor. Et il y a des tas de pays à l'étranger où il y a des étudiants qui ont le bachelor et qui s'arrêtent au bachelor. On a un peu moins l'habitude en France parce qu'on parle que des bacs plus 5, mais c'est quand même vrai que dans de nombreux pays, il y a ceux qui continuent après le bachelor et puis il y a ceux qui s'arrêtent et qui se mettent directement dans la vie professionnelle. Et ce qui est bien, c'est que le bachelor permet aussi justement de faire ce choix-là éventuellement encore un peu après, c'est-à-dire de décider 2 ou 3 ans après avoir recommencé à travailler après le bachelor, de reprendre une formation type master ou MBA. Ok, très bien la régie. Peut-être une autre question?
Comment nous, on peut être épaulés, coachés pour accompagner les enfants et les rassurer sur leur choix notamment, leur choix qui va les engager pour les années à venir. Alors le rôle des parents dans tout ça? Alors le rôle des parents, c'est à mon avis à la fois d'écouter leurs enfants et de ne pas projeter sur eux ce qu'eux ils aimeraient qu'ils fassent. Parce que ça c'est quand même une des choses que je peux constater parfois, c'est-à-dire qu'on a nos critères et nos critères ne sont pas forcément les bons, c'est-à-dire que 30 ans après, le monde a changé et que du coup, quand l'étudiant arrive sur le monde du travail, c'est pas la même chose qui est attendue. Il y a pas mal de transformations en ce moment et j'ai entendu par exemple une recruteuse me dire que maintenant elle cherchait quand même des profils bachelor parce qu'en général ils étaient un peu plus adaptables et que donc ça l'intéressait d'avoir des étudiants qui sont un peu plus pratiques dès le départ, notamment pour les stages ou pour les premiers emplois. En tant que parent, il faut écouter, il faut essayer de trouver la meilleure formation pour son enfant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a à peu près débroussaillé, j'allais dire, le domaine, etc., se renseigner et l'aider à comprendre quelles sont les formations qui sont disponibles. Et puis après, il ne faut pas être trop présent, il faut laisser quand même de l'autonomie parce que ils sont meilleurs quand ils ont à se débrouiller en fait. Et ils sont meilleurs et c'est eux qui vont passer l'entretien. Donc je pense que c'est plus à la demande après. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont se débrouiller très bien tout seuls et qui n'auront pas du tout envie que leurs parents interviennent. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une écoute bienveillante et puis quand même vérifier par 2-3 questions que l'étudiant fait bien ce qu'il faut. Mais on peut avoir aussi dès qu'ils se sentent rassurés. Et donc il faut être capable d'accompagner en essayant de comprendre quel est le besoin de l'enfant. En revanche, il ne faut pas se retrouver avec le papa ou la maman qui viennent quasiment derrière la porte pendant l'entretien. Ça, c'est quand même une chose à éviter absolument. Enfin, il y a un moment, il faut leur faire confiance. Et s'ils ont trouvé quelque chose qui les motive suffisamment, la plupart du temps, c'est ça qui va faire la différence. Vous faites quoi pour les rendre autonomes, justement, pendant ce cursus ? Alors déjà, le fait d'avoir à être dans 3 ans, 3 pays, c'est quand même une capacité d'autonomie qui est quand même plus importante que la plupart de ce qui est attendu des étudiants. Très souvent, les étudiants sont plus dans leur domicile dès la première année. Donc il y en a certains qui, à 17 ou 18 ans, se retrouvent dans un pays étranger par rapport au leur. L'avantage, c'est que comme ils sont tous dans ce cas-là, ou la grande majorité dans ce cas-là, ils s'épaulent beaucoup. Et que comme ils ont quand même beaucoup de cours, ils ont beaucoup de travaux en groupe, ils passent beaucoup de temps à être occupés. En fait, ce qui est compliqué pour un étudiant qui a 17 ans, c'est que s'il se retrouve livré à lui-même tout seul, il va effectivement trouver ça difficile. En revanche, s'il est entouré d'amis, s'il est entouré de gens avec lesquels il travaille, avec lesquels il sort, avec lesquels il fait des choses, il va tout de suite se trouver mieux et il va tout de suite comprendre comment faire pour être autonome. Donc évidemment, les 2 premiers mois, il va falloir qu'il s'adapte, évidemment, mais très souvent, nous, les parents nous disent, quand ils reviennent aux vacances de la Toussaint, on les reconnaît déjà plus, parce qu'ils ont déjà cette capacité d'autonomie. En plus, chez nous, ils ont appris à échanger uniquement en anglais, puisque la plupart des étudiants ne parlent pas français. Donc, dès le départ, ils ont à la fois le fait de se rendre autonomes et d'interagir dans une langue qui n'est pas la leur. Donc, c'est quand même une plongée assez rapide dans le monde de l'autonomie et ils sont capables de faire des merveilles. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se remettront pas les pieds sous la table quand ils reviendront chez vous. Ne vous inquiétez pas, ça, ils savent bien faire aussi. Ils savent revenir au bercail. Voilà. On va passer à la question d'après, à Régie, une question de parents. Est-ce que tous les cours sont-ils entièrement en anglais dès la première année ? Et je voulais savoir comment puis-je aider ma fille qui n'a pas encore un excellent niveau. Alors effectivement, chez nous, les cours sont en anglais en première année. Donc dès le départ, on arrive, et c'est pas que les cours, puisque les interactions avec les autres étudiants sont aussi en anglais. Donc il suffit pas de parler anglais pendant les cours. Parce qu'ils sont mélangés avec des étudiants internationaux ? Oui, tout le temps. Et par exemple, pour les travaux de groupe, on peut pas avoir plus de 2 étudiants de la même nationalité. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser ça. Et c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc, ce que je conseille, c'est justement de renforcer l'anglais au maximum avant la rentrée pour que l'étudiant soit vraiment à l'aise au moment où il commence. De toute façon, nous, on demande un niveau minimum en anglais. Donc, il faut déjà passer un premier test pour évaluer le niveau de départ. Je pense que c'est ça le plus important. Quel est ce niveau ? Alors, nous, on demande actuellement un IELTS à 6,5, un TOEFL à 90 ou sinon un Cambridge Advanced Test. Donc ces trois tests-là sont reconnus.
L'idée, c'est donc d'avoir une idée du niveau de départ. Si le niveau de départ est déjà atteint, tout va bien. C'est pas la peine de stresser les enfants. À la limite, ils continuent à regarder des vidéos en anglais, ils continuent à échanger tout ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas de besoin. Ils se mettront dans le bain très facilement. D'accord. S'ils sont en dessous, on peut les faire progresser en faisant des cours. Il y a quand même, on peut de temps en temps soit échanger avec eux en anglais pour les mettre en situation aussi. Ça les prépare bien, si les parents sont capables de parler en anglais. Et puis, il faut prévoir éventuellement pendant l'été, justement, après le bac, d'avoir une partie de cours ou une partie de test qui se mettent en place si vraiment le niveau n'est pas encore au rendez-vous. D'accord. Mais c'est vrai que on a quand même, ils ont tous eu des cours d'anglais. Il y en a certains qui sont déjà très bons, il y en a d'autres qui le sont moins. Le niveau lycée, ça suffit ? Le niveau lycée, s'ils ont atteint, j'allais dire, plus de 15 en anglais au bac, ça commence à devenir raisonnable. Après, c'est difficile parce que c'est très différent d'un lycée à l'autre. Et l'aisance peut être différente aussi à l'écrit et à l'oral. Donc, il faut être capable d'être à l'aise dans les deux. Je pense qu'une fois qu'on est rentré, on s'y met à toute vitesse parce qu'on est obligé. On est obligé. Donc, ils vont faire des progrès aussi à toute vitesse en arrivant. Mais pour qu'ils se sentent relativement à l'aise, c'est quand même pas mal de renforcer un peu l'anglais pendant cette dernière année. Tout le monde a accès au même cours, au même niveau d'anglais ? C'est-à-dire, il n'y a pas des groupes de niveau ? Non, du tout. Okay. Donc, les cours sont enseignés en anglais et c'est un prérequis. Et donc, on n'a pas de cours d'anglais. Voilà. Okay. Donc, on a des cours dans toutes les autres langues des campus, mais pas en anglais. Très bien. Une autre question, Régie ? À quel poste concrètement peut mener votre bachelor ? Alors, j'allais dire, pour l'instant, on a donc deux promotions seulement qui sont sorties, qui n'étaient pas des promotions très importantes, mais j'allais dire, ils sont allés dans toutes les disciplines, ce qui était intéressant. Donc, il y en a qui sont allés en supply chain, il y en a qui sont allés en marketing, il y en a qui sont allés en finance, il y en a qui sont allés dans d'autres domaines. Donc, les domaines sont assez variés. On a aussi donc des gens qui vont être assistants chefs de produit ou des choses comme ça. Il y en a qui vont faire du conseil aussi, j'ai oublié. Donc, c'est des postes de débutants, bien entendu, puisqu'ils n'ont que 3 ans de formation. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans tous les domaines. Et ça, c'est l'intérêt de choisir un bachelor qui est généraliste. On peut accéder à un poste, du coup, comme on l'a dit, directement après votre bachelor, oui. Commencer à travailler et éventuellement reprendre ses études après ? Oui, je pense que c'est un des choix principaux que font les étudiants. C'est-à-dire que soit ils enchaînent directement pour arriver au bout et arriver avec leur diplôme Bac plus 5 directement, soit ils se disent, et notamment c'est quand même beaucoup le cas dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, c'est intéressant de pouvoir prendre un peu d'expérience professionnelle et après, quand on reprend des études, c'est beaucoup plus concret. C'est-à-dire que si on a travaillé 2 ans et qu'on refait de la comptabilité ou de la finance, on voit vraiment à quoi ça sert. Donc et puis la motivation peut revenir aussi, l'alternance entre le fait de commencer à travailler puis de reprendre des études, ça peut être aussi un moment sympathique avant de se lancer vraiment dans la vie active. Donc je pense qu'on a vraiment tous les cas de figure et c'est ça qui est intéressant maintenant. Je pense qu'on peut beaucoup plus qu'avant ajouter des briques les unes au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'on peut avoir la première brique du bachelor, rajouter ensuite une deuxième brique du master, mais on n'est pas obligé de la faire directement après, on peut la faire un peu plus tard si on le souhaite. Très bien. Une question de parents, encore une. Avez-vous la possibilité d'accompagner nos jeunes pour les périodes de stage ? Et avez-vous la possibilité également d'avoir des entreprises qui peuvent les accueillir ? Alors bien sûr, puisqu'on leur demande à tous d'avoir une expérience professionnelle, nous d'au moins 24 semaines à la fin du bachelor. Donc il y a plusieurs choses qui sont mises en place, c'est-à-dire que d'abord il y a une passerelle qui rassemble l'ensemble des stages qui sont disponibles pour les étudiants, donc ils peuvent déjà avoir accès aux stages par ce biais-là. Ils sont accompagnés au fur et à mesure des années par des équipes de carrière service qui leur sont dédiées avec à la fois des formations, comment est-ce qu'on fait un CV, comment est-ce qu'on fait une lettre de motivation, comment est-ce qu'on se présente en entretien. Ensuite, ça va être comment est-ce qu'on on se débrouille pour étendre son réseau. Ensuite, comment est-ce qu'on prend en contact avec éventuellement les anciens. On a 60 000 anciens à l'école, donc ça fait quand même du monde qu'on peut solliciter éventuellement. Et j'allais dire, après, vous avez beaucoup d'entreprises qui viennent à l'école aussi, soit pour présenter leurs activités. Donc là, c'est aussi pour recruter des étudiants. Ensuite, vous avez des forums qui sont organisés pour que les étudiants puissent trouver leur stage. Et en général, en activant tout ça, si un étudiant est un peu sérieux et a écouté ce qu'on lui a dit, il n'a pas de difficulté à trouver un stage.
D'accord, et si il ne trouve pas, vous l'aidez, vous l'accompagnez, il y a vraiment... Oui, nous on a des rendez-vous avec des coachs, donc si jamais un étudiant par exemple a passé 2 ou 3 entretiens sans que ça fonctionne, et même avant, j'allais dire de passer le premier entretien, mais même si jamais on sent que c'est difficile, il peut prendre rendez-vous et revoir son CV, son entretien et avoir des conseils personnalisés en fonction de sa recherche. Parfois, un étudiant ne trouve pas un stage parce qu'il a trop limité sa recherche ou cherché quelque chose qui n'est pas accessible à son niveau d'études ou qui ne fait pas sens avec ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Okay. Donc ça permet de recibler et de retrouver derrière quelque chose qui correspond. Les recruteurs en général, ils aiment bien les profils comme ceux de votre bachelor. Ils aiment bien quoi, si c'est le cas, chez eux? Alors, ce qu'ils aiment bien chez eux, c'est qu'ils sont très adaptables et très internationaux, donc ils sont capables de travailler un peu dans n'importe quel environnement. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs nationalités dans une équipe, ça leur posera aucun problème puisqu'ils ont toujours fait ça. S'il faut interagir dans une langue qui n'est pas la leur, ils savent faire aussi, ce qui est important. Et puis, ils ont l'habitude de travailler en groupe, en équipe, ils ont l'habitude d'avoir quand même un certain nombre de choses à rendre régulièrement. Donc, ils sont plutôt dynamiques, entreprenants et voilà, et ils ont envie de prouver qu'ils sont tout ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Une question en plus de parents, s'il vous plaît. Allez-y. Quelle solution offrez-vous en termes de logement pour Paris notamment? Alors, ESCP Europe, vous êtes bien situé en plein Paris à République. Voilà, on est en plein Paris à République. Nous n'avons pas donc de résidence étudiante dédiée, par exemple, comme ça pourrait être le cas quand on est en dehors de Paris, c'est plus facile. En revanche, on a une plateforme pareille en ligne qui permet donc dès l'admission de se connecter, de vérifier quelles sont les offres de logement autour de l'école. Donc à Paris, la plupart du temps, les étudiants trouvent par cette plateforme-là, et ils ont aussi un Students Affairs à Paris qui peut les aiguiller si jamais ils avaient des difficultés. Très bien. Pour les autres campus, c'est pareil? Vous les aidez? Sur les autres campus, c'est la même plateforme qui existe. Donc comme ça, ils ne sont pas perdus quand ils passent d'un campus à l'autre, puisque c'est les mêmes outils, adaptés évidemment avec les offres du pays. À Londres, il y a une résidence universitaire pas loin, donc on donne aussi les résidences universitaires qui ne sont pas loin, ce qui permet aux étudiants qui préfèrent être en résidence universitaire de choisir une résidence qui correspond plus à nos standards. Et en revanche, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès la 2e année, la plupart du temps, même parfois en première année, les étudiants se mettent en colocation, comme ça ils sont plusieurs de l'école ensemble, et c'est vrai que c'est un choix qui est assez intéressant pour eux, parce que ça leur permet d'avoir justement de ne pas se retrouver seuls dans une chambre à la fin de la journée. Est-ce que vous conseillez aux parents de les aider justement dans cette recherche de logement, peut-être venir avec eux quand c'est pour la première fois sur un campus étranger? Je pense que de les lâcher complètement à l'aéroport. Je pense que la plupart des parents vont vouloir venir avec eux, et j'estime que c'est normal, surtout à 17 ans. Donc quand je leur disais de les laisser autonomes, c'est peut-être pas jusque-là. Je pense que c'est quand même rassurant de savoir où son enfant va aller. Après, on peut effectivement avoir des profils d'étudiants qui vont se débrouiller tout seuls quand même. Voilà, mais c'est pas du tout. Et puis c'est sympa de pouvoir imaginer où va être son enfant pendant une année. Très bien, alors il reste 5 minutes, on va passer encore une question avant de passer à la conclusion. Allez-y, la régie. Bonjour, moi j'aurais voulu savoir vos attentes par rapport au nouveau bac, quels sont les prérequis que vous attendez, voilà, et quand est-ce que vous les ferez connaître surtout? Alors, pour l'instant, on ne recrute pas encore des nouveaux bacs, donc c'est vrai que voilà. Je pense que toutes les formations ne vont pas forcément avoir les mêmes besoins. Nous, j'allais dire, il faut garder des maths, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire des maths. Pourquoi? Parce que notre bachelor est un bachelor of science, donc ça veut dire qu'ils vont continuer à faire des maths et des stats. Il y a des bachelors au management qui n'en ont pas forcément besoin, mais pour nous, c'est important si on veut que l'étudiant puisse suivre derrière. Donc il faut qu'il continue à faire des maths. Après ça, ça fait sens de faire, j'allais dire, soit de l'économie, soit de l'histoire, un des deux. Mais si quelqu'un a choisi autre chose, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas accès au bachelor. Très bien, tous ces conseils, on pourra les retrouver sur votre site peut-être prochainement? Oui, bien sûr, on va s'en occuper prochainement. Pour l'instant, on est déjà dans la marche Parcoursup. Après, on s'occupera de la marche nouveau bac. Voilà. Un gros morceau. Voilà. Merci beaucoup. On va passer peut-être à la conclusion, en quelques mots pour conclure. Il reste 1 minute.
pour rassurer les parents peut-être? Oui, je pense qu'on peut avoir confiance en nos enfants. Je pense que ceux qui choisissent ce genre de formation, c'est plutôt des étudiants dégourdis, je dirais. Moi, c'est ce que je constate sur notre campus. C'est des étudiants entreprenants. Je pense qu'ils ont la vie devant eux, ils ont l'intention de faire des choses qui les intéressent. Et à partir du moment où ils ont de l'intérêt pour ce qu'ils vont faire, c'est là qu'ils vont être performants. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses à tous ces parents qui nous ont posé des questions. Et merci à vous, parents derrière l'écran, d'avoir posé toutes ces questions. On se dit à très bientôt pour un nouveau format spécial parents. À bientôt. Merci.